Évasion. Première. Témoin de l'histoire, Évasion FM 90.7. Témoin de l'histoire, pour dire du passé de la Guinée ce qu'il faut en dire et faire du passé de la Guinée un fervent pour son avenir. Témoin de l'histoire, tous les jeudis et dimanches en direct de 10h à 11h55 en émission interactive et rediffusion toutes les nuits du jeudi de 1h à 3h du matin et les lundis juste après le journal de 22h. Témoin de l'histoire, c'est qu'il faut dire du passé de la Guinée, animé par Ansouman Bangoura. Évasion FM 90.7. Évasion FM 90.7. Évasion FM 90.7, témoin de l'histoire. Évasion FM 90.7, témoin de l'histoire. Un témoin pas nouveau, mais tout neuf dans l'année qui s'annonce. Témoin tout neuf, Dr Thierno Keita. À la régie, à la technique, à la réalisation, Mamadou Diallo. Tout aussi renouvelé dans le maniement, la manipulation de ces manettes. Bonne heureuse année à vous, Mamadou Diallo.
Au micro, Ansman Bangoura. Et Dr Tcherno Keita ne m'a pas souhaité la bonne heureuse année. Moi, je voulais souhaiter la bonne heureuse année, mais lui, non. Bon, ben ça va, qu'à cela ne tienne. Qu'à cela ne tienne. Il était téléphoné, ton téléphone était fermé. Non, mais aujourd'hui, à ce micro. Bon, ah, voilà. 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 Bonne année, monsieur Bangoura. Bangoura Kamé. Ça ne m'étonne pas d'un Keita. Ça ne m'étonne pas. Vous n'êtes pas bon. Ni sortable, ni présentable, ni enviable. C'est pas ce que dit l'histoire. Bonne et heureuse année à vous, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, qui nous faites le plaisir, l'honneur d'être en notre compagnie. Nous vous remercions de faire ainsi. Tout le long de l'année 2020, vous nous avez tenu compagnie. Nous vous en savons gré, nous vous en remercions. Croyez-nous, nous nous en sentons très honorés. Bonne et heureuse année à vous, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, sans qui nous ne serions rien du tout. Si nous sommes tels que nous sommes, si nous faisons ce que nous faisons, c'est bien sûr parce que vous êtes là. C'est grâce à vous. Nous ne cesserons de vous remercier. Nous ne cesserons de vous être redevables et d'essayer de tenter de vous être agréable. Encore une fois, bonne et heureuse année, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, qui êtes à l'écoute de cette émission, votre émission Témoin de l'Histoire. Hier, j'étais avec un ami, j'étais chez un ami, Netoura Traoré, Papa Paya Paya, Paya Paya, c'est-à-dire l'étincelant. Effectivement, je l'ai trouvé étincelant. Je l'ai trouvé ravissant. Je l'ai trouvé réconfortant. J'étais content de trouver Papa tel que je l'ai trouvé. J'étais content, j'étais heureux, j'étais satisfait, je le lui ai dit. Et nous avons fait des prières pour celui qui le plus veille sur lui, notre fils Moussa Traoré. Grâce à Moussa Traoré, Papa Paya Paya était reluisant, plus reluisant que jamais. Juste quand j'arrivais, les amis qui le fréquentent régulièrement tous les samedis, Amidou Bangoura, Ibrahima Gueye, venaient juste de partir. C'est ainsi que nous cherchons à tenir bon en nous rencontrant, en nous visitant régulièrement. Parce que nous sommes ainsi faits, l'histoire a ainsi fait les choses que aujourd'hui, c'est nous qui pouvons parler comme nous pouvons parler entre nous, qui pouvons nous dire ce que nous pouvons nous dire. Et c'est nous qui pouvons dire de la Guinée ce qu'il doit en être dit. En toute vérité, en toute franchise. Non, nous, on ne biaise pas. On ne ment pas. Nous disons ce qui a été fait par la Guinée, ce qui a été fait en Guinée, et aussi ce qui a été fait de la Guinée, ce que certains ont cherché, ont tenté de faire de la Guinée. Alors, lorsque nous nous rencontrons, nous évoquons la Guinée telle qu'elle a vécu, telle qu'elle a été et telle qu'elle est
aujourd'hui. Ce que je vais essayer de faire avec mes invités, toujours, et aujourd'hui en particulier, avec Dr Thierno Keita. André Touré, par le Sili authentique. Demandez-moi de vous désigner la meilleure personne sur cette terre de Guinée. Je vous dirai c'est Haja André Touré. Haja André Touré, Haja André Touré. La meilleure des personnes qui existent sur cette terre de Guinée.
Touré, Aja André Touré, ma tante, ma maman, ma mère, si j'acceptais de tenir cette tribune, de faire cette émission, c'est à cause de toi, ma chère mère. C'est à cause de mon père, Ahmed Sékou Touré, je ne m'en cache pas. C'est pour relater ce que vous avez fait. Toi et ton époux parti. C'est pour relater ce que Ahmed Sékou Touré et ses compagnons ont fait, comment ils ont impacté l'histoire, pas seulement de la Guinée, mais de l'Afrique et du monde. Comment la Guinée est rentrée avec fracas sur la scène internationale. Et comment la Guinée a fait l'histoire, comment aussi la Guinée a résisté à l'histoire. André, Haj André Touré. Comme Bouddha, ou que l'on me jette aux orties, comme jette la pierre, ou que l'on m'injurie, je reste ce que je suis, égal à moi-même, loyal, fidèle à la Révolution démocratique africaine, au Parti démocratique de Guinée, à Ahmed Sékou Touré, à tous les compagnons de l'indépendance qui ont fait que la Guinée brille au firmament de l'histoire de l'Afrique et du monde. Oui, et rien, absolument rien ne m'empêchera de dire ce que je pense, c'est-à-dire de dire ce que je sais, c'est-à-dire de dire les choses exactement comme elles se sont passées, de rétablir la vérité lorsqu'elle est bafouée, lorsqu'elle est maltraitée, lorsqu'elle est reléguée sous les boisseaux, de dire combien la Guinée a bien fait, mais aussi combien la Guinée a souffert de faire ce qu'elle avait à faire, de prendre ses responsabilités et de les imposer à l'ennemi, de prendre ses responsabilités et de les faire valoir pour promouvoir la Guinée dans ses réalités, dans sa volonté, dans ses espoirs, dans ses espérances. Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs. C'était ma façon à moi de souhaiter la bonne et heureuse année pour la personne que je considère être la meilleure personne aujourd'hui sur cette terre de Guinée, la meilleure personne en Afrique, la meilleure personne dans le monde.
c'était ma façon à moi de souhaiter la bonne et heureuse année à Haja André Touré. Une nouvelle fois, bonjour, Dr Thierno Keita. Bonjour Asman. Bonne et heureuse année. Merci. Lorsque je te souhaite la bonne et heureuse année, je pense à des personnes qui sont autour de toi, qui sont pour toi, qui sont de toi. Je pense à notre chère Sarata Diallo, en toute sincérité, en toute amitié. Merci. Cela fait bientôt 50 ans que nous sommes ensemble avec Sarata Diallo. Nous sommes allés la pêcher. Nous sommes allés la pêcher dans un coin La carrière. de la carrière. Il fallait y aller. Ouais. Il fallait y aller. Ouais. Nous l'avons cherché et nous avons renoncé à beaucoup d'autres pour la choisir. Sarata, je t'embrasse. Je te souhaite la bonne heureuse année. Et autour de toi, il y a des personnes auxquelles je dois souhaiter la bonne heureuse année. Ce sont tes enfants. Ils sont bons, ils sont beaux, ils sont brillants. Et symbole de l'excellence de ta famille, tu le fus dans le temps. Mais aujourd'hui, c'est Muntaga Keita, le petit savant, le jeune savant. À toi, fiston, je souhaite la bonne heureuse année. Et à côté de Muntaga, j'ai Zainab Keita. Zainab Keita, brillante aussi. Ma chérie, je te souhaite la bonne heureuse année. Il y a aussi tous les autres auxquels je souhaite la bonne et heureuse année. Si je te demandais de souhaiter la bonne et heureuse année, non pas seulement à ta famille, non pas seulement à tes amis, mais que par exemple tu choisisses des Guinéens qui tirent la Guinée vers le haut, à qui penserais-tu par exemple? Ou bien je te laisse le temps de la réflexion. Pour ma part... Numéro 1, c'est le président. Oui, d'accord. Le président Alpha Condé. Le président Alpha Condé, d'accord. Il ne me connaît pas, mais je sais qu'il a continué les œuvres de Ahmed Sékou Touré. Il a dit, je prends la Guinée là où Ahmed Sékou Touré l'a laissé. Eh oui, effectivement. Et hier, Papa Paya, Mitoura Traoré et moi, nous avons commenté cette assertion. Je laisse la Guinée là où Ahmed Sékou Touré l'a laissé. Donc c'est à Alpha Condé que tu souhaites d'abord les meilleurs vœux. Oui. Pour l'œuvre gigantesque qu'il a engagée, pour le déblocage économique de la Guinée. Je pense aux différents barrages. Kounkouré qui était bloqué, comme je vous ai expliqué la dernière fois, depuis 1952, par la puissance qui nous commandait. Et il a réussi à débloquer, à casser ce blocus en réalisant Kaleta, en réalisant Swapiti et Amaria, plus le centre, comme on appelle, la zone industrielle. Et là, c'était le programme. Et bientôt Foumi, ça, c'était le Koubedou, programme. Et Foumi, Koubedou. Oui, ça, c'est après. Après, oui, d'accord. Là, c'était le poumon, le démarrage économique de la Guinée, que le président Ahmed Sékou Touré aussi avait lancé depuis 1960. Donc, si vous voulez, moi, étant entre les deux, j'ai vécu. Et c'est la réalité. Aujourd'hui, la Guinée est partie à décoller économiquement, c'est parti. Rien ne peut l'arrêter. Et nous serons la deuxième puissance économique de l'Afrique de l'Ouest. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Parce que les bases sont là, sont lancées. Imaginez-vous que les 3 élections, comme il l'a dit, les 3 élections passées ont été financées entièrement par la Guinée. Vous voyez ce que ça représente comme fonds? Et là, c'est à ce stade. Ce qui va arriver, le développement de tout le bassin du Congouré, de l'énergie, de toute l'industrie induite. Alors, c'est énorme. Sans compter le sud, qui a été débloqué aussi. Le sud de la forêt. De la Guinée, c'est la forêt. Avec Nimba, avec Nimba Zogota, surtout Simandou 1, 2. Et j'espère qu'ils pourront ajouter bientôt 3, 4 aussi. L'ensemble là. Le transguinéen. Naturellement, les infrastructures de transguinéen, la Guinée, Conakry, Kankan,
Bamako, tout ça. Mais c'est... Et la dorsale guinéenne, au point de vue informatique, la fibre optique, Oui. plus de 4000 km, ce que cela veut dire. L'énergie, les routes, la fibre optique, c'est fini. La Guinée est désenclavée. L'industrie peut s'installer partout. La fibre optique, le backbone, oui. Le backbone, oui. Alors, celui qui est à la base de tout cela, c'est le président Alpha Condé. Hein. On le dit, qu'on l'aime pas. Moi, bon, je ne suis pas de son parti, je suis nulle part. Je suis observateur, je suis technicien honnête. La malhonnêteté intellectuelle ne me plaît pas. Lorsqu'on voit quelque chose qui est réel, il faut le dire. Comme disent les Soussous, c'est-à-dire reconnaître la puissance de M. Bangoura ne veut pas dire que moi je ne veux rien. Donc c'est ça la réalité. Il faut être objectif et que les intellectuels puissent comprendre cela, quitter le système politique individuel. Non, on est dans le développement économique de la Guinée aujourd'hui. Et là c'est parti. Les bases sont là, sont solides. On va renforcer. Et l'agriculture, tout va être développé. C'est parti. On n'a plus besoin d'aller pleurer devant les chancelleries. Souhaite bonne et heureuse année. Oui. Tout d'abord au président Alpha Condé. Oui. Sans compter mes amis, naturellement, vous tous, Non, tant que vous êtes la famille, ça c'est clair. Là, c'est le numéro 1. Mais aussi les cadres qui sont dans ces méga projets. Eh ben, ils ne me connaissent pas, je les connais. Tu les connais pas. Ils me connaissent. Tu les connais pas, tu les connais mais pas. Mais je les connais spécialement. Non, tu les connais pas, ils te connaissent pas. Non, ils me connaissent. C'est pas la même génération. Exactement. C'est le jeune Magasouba qui a suivi notre génération. Ablé Magasouba, il te connaît pas, tu le connais pas. Lui, il est de la 3e génération. Magasouba, ils sont de la 3e génération. C'est bien de voir nos enfants comme ils sont. Absolument. Mais tu peux pas savoir combien je suis heureux, combien je suis fier, combien je me sens bien dans ma peau, bien dans ma tête lorsque je rencontre Lilou, Ibrahima Khalil Kaba, notre fils qui est à la... Bon, ben, cette grosse tête. Et, on est fiers d'avoir les enfants que nous avons. Absolument. Et la relève est assurée. Non, c'est garanti. C'est bien. Là, c'est sûr. Non, je précise encore. Je parle dans les méga projets. Oui. Ceux qui ont... Nous avons conçu à l'époque ces projets au développement économique chez Ismaël. Mais la réalisation, il y en a qui ont participé aujourd'hui, il y en a qui continuent. Parmi nous, de notre génération? Non, pas de notre génération, de la génération après nous. Ah bon, d'accord. Avant la génération des Magasouba. Bon. Nous, on est vieux maintenant. Oui, ça c'est clair, là c'est clair. Mais spécifiquement, je parle de Diakité. Diakité, qui est le directeur général, je crois, de SMB. Lui, j'ai confiance, je sais, il a la capacité. Tu le connais? Oui, je le connais très bien. J'ai suivi son évolution dans le domaine des mines. Tu l'as materné, tu l'as... Non, parallèlement, vous voyez, il y a des gens qu'on suit. Et ce sont des têtes. Donc, au point de vue technicité, à l'échelon supérieur dans les mines, nous avons un vrai représentant. C'est-à-dire qui ne peut pas être complexé devant quelque ingénierie que ce soit. Européens, américains, non. Ils parleront au même niveau. Ils ont atteint ce niveau. Ensuite, il y a Yula, l'ancien Premier ministre. Ah, d'accord. Ah ben oui. Lui aussi, je l'ai suivi. Mamadi Yula? Oui. Il n'a pas dans le même groupe. Oui. Ils étaient à l'époque, conseiller du ministre des Mines, Fofana, ensuite ils ont créé GAPCO. GAPCO est devenu CAG maintenant. Alors, donc il a suivi aussi tout cela. CAG est là aujourd'hui et avec les Émiratis. Ensuite il a été Premier ministre et aujourd'hui lui aussi il est dans le SIMFER. SIMFER c'est la société minière pour le développement de Simandou. Il fait partie. Donc il connaît exactement, il a suivi l'évolution de début à la fin. Le troisième, et vous allez être étonné, mais c'est un Libano, français on dit, mais plutôt moi je dis guinéen, Ouazni. Fadi Ouazni. Tu le connais? J'ai suivi et j'aurais aimé qu'un jour Fadi réunisse les jeunes entrepreneurs pour leur expliquer comment on fait l'entrepreneuriat. Je l'ai suivi où il était à 0 et aujourd'hui il est au-dessus. Le PDG de SMB. SMB. Qui fait des merveilles. Oui, sur toute la bauxite du Nord et aussi du Sud, le Simandou, quand ils ont fait cela. Alors, ces trois types
j'ai confiance en eux. La Guinée peut compter sur eux. C'est clair, c'est sûr. Au point de vue valeur, l'un pour promouvoir, les autres sont des techniciens qui ne peuvent pas être trompés. Alors, en plus, donc, ce sont ces trois-là que je félicite et que j'encourage. Et je voudrais que bien, avant les 6 ans, que leur projet soit terminé. D'accord. Voilà. Donc, tu félicites pas Mountaga Keïta, tu ne cites pas Mountaga Keïta. Ça, c'est moi-même. D'accord. Non, mais moi aussi, je souhaite bonne heureuse année au chef de l'État, au président Alpha Condé, à l'homme qui dirige aujourd'hui la Guinée. Tous les Guinéens devraient se mettre ensemble pour souhaiter que Alpha Condé soit en bonne santé, soit dans la pleine lucidité. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'il soit extra lucide et qu'il lise dans les étoiles, mais qu'il soit suffisamment lucide pour prendre les meilleures décisions. Nul n'a le droit de jeter le mauvais sort à Alpha Condé s'il est guinéen, bon guinéen. Nous n'avons pas le droit de souhaiter que Alpha Condé échoue, parce que s'il échoue, c'est la Guinée qui tombe. Et nous dirions alors ce que l'autre a dit: j'ai reconnu le bonheur au bruit qu'il a fait en tombant. Alors, souhaitons que l'année 2021 soit une très bonne année, une année heureuse pour Alpha Condé. Cela n'a rien à voir avec une quelconque opposition partisane. Cela n'a rien à voir avec une attitude de laudateur. Non, tout simplement parce que j'aime la Guinée. Je me dois de souhaiter la meilleure année possible au président de la République de Guinée, au professeur Alpha Condé. En souhaitant la bonne et heureuse année au professeur Alpha Condé, je ne peux pas m'empêcher de penser à son passé, à son enfance, à son adolescence, à sa jeunesse, à ses premières années d'homme mûr, adulte, à ses premiers pas dans le combat politique. Et alors, je ne peux pas, quel que soit le cas, quelle que soit la situation, ne pas voir par associationnisme, ne pas voir Koulibaly Camara en filigrane de Alpha Condé. Et conséquemment, je souhaite la bonne et heureuse année à Koulibaly Camara. Je ne peux pas ne pas voir en filigrane de Alpha Condé Badonian et conséquemment souhaiter la bonne et heureuse année à Badonian. Je ne peux pas ne pas voir en filigrane de Alpha Condé Faouli Silla et conséquemment souhaiter la bonne et heureuse année à Faouli Silla. Je ne peux pas ne pas voir en filigrane de Alpha Condé Kandé Silla, quel que soit le cas, quels que soient les faits, et ne pas voir Kandé Silla en filigrane de Alpha Condé et lui souhaiter la bonne et heureuse année. Je ne peux pas ne pas voir en filigrane de Alpha Condé Babou Bangoura de Almamia et conséquemment souhaiter la bonne et heureuse année à Babou Bangoura. Je ne peux pas ne pas voir en filigrane de Alpha Condé Toumata Silla, Fatoumata Silla de Almamia.
Bemba Kabla Silla, la fille de Bemba Kabla Silla, et conséquemment souhaiter la bonne et heureuse année à Toumata Silla. Je ne peux pas ne pas voir les Sinayoko et les Sankon de Mankepa de la 4e avenue. Je ne peux pas ne pas voir Séni Sinayoko en filigrane de Alpha Condé et lui souhaiter la bonne et heureuse année, à commencer par la bonne santé. Je souhaite vivement que notre grand frère Elhadji Séni Sinayoko recouvre rapidement sa santé. Et je suis content de savoir que Alpha Condé est fréquent chez les Sinayoko auprès de Elhadji Séni Sinayoko. Je ne peux pas ne pas revoir toutes ces gens, toutes ces personnes de Boulbine, de Lengebungi, de la mosquée de Boulbine, d'Akimbor et Touti Kanti, avec lesquels Alpha Condé a fréquenté l'école coranique de Karamoko, Nou Dianlo. Et tout cela compte dans la vie d'un homme. Un homme, le destin d'un homme, le fil du destin d'un homme, aussi loin que nous remontions, le fil du destin d'un homme se trouve au pied de son berceau. Alpha Condé n'est pas une génération spontanée. Alpha Condé n'est pas sorti du néant. Alpha Condé a été moulu par des circonstances de son enfance, de son adolescence, de sa jeunesse. Alors, toutes ces personnes que je viens de citer, et d'autres encore que j'oublie et j'en présente les excuses, et d'autres encore, sont pour quelque chose dans le destin d'Alpha Condé. Je ne peux pas oublier Jean-Pierre Youla de Nongor, qui le premier m'a dit « Alpha est généreux ». Je me souviendrai toujours de cette phrase qui qualifie, qui situe effectivement Alpha Condé. C'était un jour à la pâtisserie centrale. Ils venaient tous de rentrer de leur exil, hein, et on a parlé de choses et d'autres, et on en est venu à parler des hommes politiques. Jean-Pierre Youla m'a dit, il faut faire attention, il faut faire le bon choix. Le meilleur, c'est Alpha Condé. Alpha Condé est généreux, très généreux. Je comprends aujourd'hui que Alpha Condé soit empêché de mener la vie qu'il aurait souhaité mener. Un jour, c'est quelqu'un qui le connaît bien qui m'a dit « Ah, Alpha m'a dit que parfois il est très gêné, il est mal à l'aise parce qu'il peut pas venir à la plage de Boulbine, de Sandervalia, il ne peut pas venir à la plage de la Sibade et à la plage de l'Aptobade, là où il ramassait les brindilles pour le feu de l'école coranique, le feu du soir pour l'école coranique. C'est Drizo Yansane qui m'a dit ça. Il dit, ah, le président m'a dit qu'il aurait aimé fréquenter les lieux de son enfance, de sa jeunesse, mais le protocole, la sécurité l'en empêche. Alors, vous tous que je viens de citer, sachez que si le président Alpha Condé ne vous fréquente pas, ce n'est pas de gaieté de cœur. Je ne lui trouve pas d'excuses, hein. Je ne lui trouve pas d'excuses. Une fois, il m'a dit, ah, je voudrais retourner à l'école du centre, à l'école urbaine
de Conakry. C'est l'école qui se trouve en face de la mosquée sénégalaise. C'est son école primaire. C'est là où il a fait ses premiers pas. Il m'a dit, j'aimerais vraiment retourner. J'en ai oublié un là. Mamadou Ba dit Doudouba, n'est-ce pas? De la 4e avenue, chez Mbaïba, chez Khalicham, n'est-ce pas? Où tu venais, Alpha? Où tu venais jouer, passer la journée, des journées, à jouer au Monopoly. Voilà. Et je ne lui trouve pas d'excuses s'il ne vous fréquente pas comme il aurait dû le faire. Le fait-il d'ailleurs? Non. Il m'a dit, je voudrais vraiment regrouper tout ce monde à l'école du centre. Sans protocole, sans sécurité. Passer une journée entière. Que Dieu fasse que tu réalises ce rêve de regrouper tes amis et de passer la journée à l'école urbaine de Conakry, à l'école du centre, où tu retrouveras beaucoup de gens. Nabi Bangoura, qui est encore le président de votre association, l'association de votre promotion de l'école du centre. C'est El-Hadj Nabi Bangoura, ancien caméraman du président Ahmed Sékou Touré et du président Lansana Conté. Tu retrouveras là certainement Fatou Silla, qui ne cesse de parler de toi. J'évoque tout cela à bon droit. Je parle là de celui qui a aujourd'hui, par-dessus tout le monde, les destinées de la Guinée dans ses mains. J'en parle avec éloge, avec même emphase, parce que c'est lui qui dirige la Guinée. J'en parlerai avec félicitations, avec délectation, pour que s'il en entend des bribes, et qu'il sache et qu'il s'en réconforte, qu'il sache que des Guinéens souhaitent qu'il soit en bonne santé, qu'il soit dans les meilleures dispositions possibles pour diriger la Guinée de la meilleure des manières possibles. Alors, c'est à bon droit que je parle abondamment de Alpha Condé. De Alpha Condé, en lui souhaitant les meilleures choses de la vie. Un jour viendra, le destin d'un président de la République est d'être ancien président de la République. Là, c'est sûr, c'est certain. Un jour viendra où il ne sera plus là. Celui qui sera là devra mériter, devra savoir mériter de nous. Alpha Condé a su mériter de nous. Docteur Thierno Keita vient de le dire. Ne nous mentons pas. Ne trichons pas avec les réalités. Il a fait beaucoup, il a beaucoup fait pour la Guinée en un laps de temps. Alors pour tout cela, nous le félicitons à bon et juste droit. Nous félicitons Alpha Condé. Docteur Thierno Keita, en annonçant cette émission, j'ai dit que tu viendrais parler entre nostalgie et perspective. Nostalgie, c'est le temps passé. Quand nous étions, comme nous étions dans les années 50, 60, et même un peu 70. En 70 encore, nous étions frétillants, n'est-ce pas? Alors, ça, c'est la nostalgie. Les perspectives, c'est ce dont tu viens de dire un mot, le paradis sur terre. Tu n'as eu de cesse de parler du paradis sur terre que la Guinée
peut devenir, doit devenir. Tu étais là quand il a fallu préparer ce paradis sur terre du temps de Ahmed Sékou Touré. Qu'est-ce que vous n'avez pas fait? Qu'est-ce que vous n'avez pas essayé? Qu'est-ce que vous n'avez pas tenté pour qu'il en fût ainsi? Mais nous avons, la Guinée, à rencontrer des obstacles. Docteur Thierno Keita. Mon rêve a commencé lorsque j'étais en Allemagne. Hein. En Allemagne pour les études. Oui, pour les études. À Halle. Ouais. Non, à Mersbourg. À Mersbourg. À Mersbourg. Oui, oui. Pourquoi là, je parle de Halle? Halle est à côté de Mersbourg. D'accord, très bien. Voilà, c'est tout. Et en 68, en octobre 68, lors d'une fête à notre ambassade à Berlin, j'ai eu à parler justement des projets de Sangaredi et de Nimba. J'ai expliqué à l'époque, j'ai dit, on a des gisements et puis ça va être développé un jour, la Guinée réussira et puis nous serons, ce sera le boom. Les gens me disaient, mais c'est un rêveur, toi tu rêves. J'ai dit oui, c'est le temps. Le temps arrivera. Et on est arrivé là. Ensuite, naturellement, je suis entré dans les projets en Guinée en 72. Tous ces projets qui ont été étudiés, analysés, c'était notre groupe au développement économique. Avec là, qui étais-tu? Au bureau d'études, hein? Au bureau d'études, oui. Il y avait docteur Haribo, Ousmane Haribo. Oui, Haribo était là, naturellement. Ibrahim Souma, hein, c'était le cerveau des mines. Hein. Bon. Et les autres, les Djamouri Traoré, ainsi de suite, toute la série, les Bakayoko. L'ancien Bakayoko. Oui. L'ancien Bakayoko. L'ancien Traoré n'était pas de votre groupe, non? L'ancien Traoré, non? Non, mais oui. Enfin, promotion après, quoi. Après nous, je crois. Après oui, nous. Oui. Donc, avec tout cela, j'ai dit, bon, ok. Nous avons suivi les projets. Nous avons amené les dossiers dans le monde entier. Tout le monde. À l'époque, par exemple, je donnerai le cas de Mifergi Nimba. Et Sékoumar Keita. Oui. Sékoumar Keita. L'homme en blanc. L'homme en blanc. Oui. Mais le dossier de Nimba a été amené partout. Les études avaient été faites. Nippon Kwe, oui. Sogran Kam, voilà. Oui. Nippon Kwe, Japon, Sogran Kam, Canada. Oui. Ensuite, vous savez, on avait encore toutes les grandes sociétés sidérurgiques. Sumitomo était là, Finzider, US Steel, British Steel, tous. Donc, ce sont les grands. Pourquoi Alcan ne s'en est pas mêlé? Non, Alcan est venu du côté de la bauxite. De la bauxite, oui. Les autres, là, c'était... Alcoa, Alcan... Ça, c'est la bauxite. CBG. Ouais. Oui, CBG. Ouais, les autres, là, c'était pour le fer. Hein? Donc, tout cela, avec l'AMCO, on a travaillé parallèlement, quoi. Ceux qui sont au Libéria. Mais même à un moment donné, l'Algérie était dans le projet Nimba, ensuite le Nigeria, tout ça, ainsi de suite. Hein. Oui, le Nigeria, le Zaïre. Ouais, parce que Ismaël Touré disait que nous devons travailler avec les grands de l'Afrique. Le Nigeria, et l'Algérie et le Zaïre à cause du barrage d'Inga. Inga 1 était déjà lancé. Il s'agissait, maintenant on attendait Inga 2 et Inga 3. Rien que Inga 1 au Zaïre te faisait toute l'énergie de toutes les sources de la France. Voilà. Oui. Donc, oui. Donc, vous voyez, c'était un méga projet, ça aussi. Il était prévu produire la bauxite, l'alumine en Guinée et puis faire le raffinage, disons, faire l'électrolyse au Zaïre avec l'énergie, parce qu'il faut beaucoup d'énergie pour produire l'aluminium. Hein. Le projet, disons même Soapiti même ne peut produire seul que 150 000 tonnes d'aluminium. Alors vous voyez, alors qu'on a des potentiels, on peut faire 1 million, 2 millions de tonnes d'aluminium, normalement. Alors donc, tous ces pays-là associés avec les sociétés
que ce soit en Asie, en Amérique, en Europe, tous étaient là. Et ils n'ont pas réalisé le projet. Le projet Nimba démarre cette année. Donc, ça peut presque combien d'années? Moi, j'étais là en 72. Hein. Il faut calculer, ça fait à peu près 48 ans. Oui. Le dossier-là a existé. Oui, oui. Et maintenant, le président... Et ce n'est pas... Et les hommes ne manquaient pas. Non, ça c'est clair. Il y avait de grosses têtes. Tous les projets de la Guinée ont été menés à bon terme par des personnalités que nous devons féliciter. Nous devons, par exemple, pour ce qui est de CBG, au FAB, féliciter Marcel Cross. Naturellement. Évoquer Kabassan Keïta, Mamadou Diop, Didoudou. Ça c'est la réalisation. Ibrahima Silla. Ça c'est la réalisation. Oui. Voilà. Je parle des projets en soi, des cabinets. Hein. Il faut que ça sorte du cabinet, qu'on trouve les financements, qu'on trouve les sociétés, la mise en œuvre. Mais vous avez quand même pu sortir CBG. CBG est sorti, oui. Mais CBG n'a pas rempli les conditions. Aujourd'hui encore, CBG n'a pas encore d'alumine, ne produit pas d'alumine. D'accord. Alors que 10 ans après, normalement, il devrait le faire. Et la capacité est encore toujours minime. 72, 80. CBG a commencé à produire en 73. En 73. Ouais. Oui, 73, 84. Et SMB qui a commencé il y a peu combien 4 ans. Mais SMB déjà passe à la phase d'alumine déjà. Alors vous voyez, bon, c'est-à-dire c'est la différence. C'est ce que je disais la dernière fois, qu'avec les jeunes OCI qui sont arrivés aujourd'hui et l'État, on a réussi à démystifier le domaine des mines. Le domaine des mines a été démystifié et c'est ouvert. Le marché a été ouvert. Voilà, toutes les sociétés sont là. Attention, à y réfléchir. À y réfléchir. Alpha Condé a réussi quelque chose de titanesque. Ah oui. Absolument. Réussir à sortir ces dossiers, à les faire valoir, à les faire accepter. C'est pourquoi je les félicite. Les gens vont penser, ils ne me connaissent pas, hein, Alpha Condé. Bon, il est plus âgé que moi, il est parti en Europe. Non, il n'est pas tellement plus âgé que toi. Un peu. C'est à peu près la même génération. Hein. Ah ouais. En avance même. Il est plus âgé. Oui, non, il est même moi, il est en avance. Il était copain de mon grand frère. Alors justement. Alors un jour, on s'est rencontrés à Dakar. Ça, c'était en 93. Et j'étais avec Cheikh Fantamadi Condé et Jean Smaouro. Jean Smaouro qui était un grand militant à l'époque du RPG Arc-en-Ciel. Il nous a dit, venez, je vais vous présenter à mon patron. On est allé, Alpha, et voilà. Il dit, Alpha, je te présente Cheikh Fantamadi Condé. Il dit, non, tu n'as pas besoin de me le présenter, tu me l'as présenté en 85 à l'aéroport de Brazzaville. Il dit, je te présente Ansoine Bangoura. Alpha Condé dit, Ansoine Bangoura, le journaliste. Alors, moi j'enchaîne. Je dis, Alpha, de tous les journalistes de Guinée, c'est moi que tu aurais dû connaître le plus, le mieux. Et moi, de tous les hommes politiques de Guinée, c'est toi que j'aurais dû fréquenter le plus, le mieux. Il dit, ah bon? Je dis, ouais. Je dis, je suis le petit frère de BM. Il dit, ah bon? Il dit, alors toi, tu es mon jeune frère? Je dis, oui, je suis ton jeune frère, effectivement. Il dit, bon, alors toi, il n'y a pas de problème, RPG. Je dis, non. Je ne suis pas RPG, je ne suis pas militant du RPG, je ne serai pas militant du RPG. Ça, c'est clair, c'est net. Il dit, mais, j'ai dit, tu sais, si tu me demandes de me coucher là, hein, où nous sommes à l'hôtel le président, pour que tu me corriges, je me coucherai. Tu es mon grand frère, effectivement. Mais quant à militer, non. Je m'en passe. Je ne serai jamais militant du RPG. Voilà. Et je n'ai pas été militant du RPG, je ne suis pas militant du RPG Arc-en-Ciel, mais je pense de Alpha Condé ce que j'en pense et j'en dis ce que j'en dis. C'est un tour de force. C'est un tour de force que d'avoir sorti. Exactement, c'est ce que je voulais te dire. C'est ça. Tous ces projets qui ont tourné, amenés par-ci par-là. Il y en a qui retenaient des permis pour le mettre en jachère. Tel que Rio Tinto. Rio Tinto devait démarrer il y a longtemps. Rio Tinto a mis Nimba Simandou à jachère. Oui. Alors, ouais, il a réussi à sortir. Après avoir rencontré
les obstacles posés par la puissance, l'ancienne puissance coloniale. Après avoir rencontré ces obstacles, nous avons rencontré également des financeries et des partenaires tels que Rio Tinto. Nous avons passé des contrats avec Rio Tinto. Enfin, trouvé d'ailleurs que Rio Tinto était là en place, n'est-ce pas? Rio Tinto était là en même temps que Billington, BHP Billington, n'est-ce pas? Mais ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait. Et puis, les gens pensaient que BHP s'était retiré de la Guinée, que la Guinée n'aurait rien. Ouais. Et ils nous broutaient. Absolument. Ils nous broutaient l'herbe, la laine sur le dos. Absolument. Parce qu'ils étaient en bourse. Ils pouvaient se prévaloir, ils pouvaient faire valoir les gisements de Simandou, de Nimba, n'est-ce pas? Alors, tous ces obstacles-là, il a fallu les franchir. Il a fallu les contourner ou les franchir ou les réduire. C'est pourquoi... Et par exemple, la société, l'Israélien, comment il s'appelle? BSGR. BSGR. Ça a été une bagarre avec Soros. Bon, d'accord. Bon, nous allons... Voilà, nous reconnaissons Alpha Condé le mérite d'avoir... Non, exactement. Bon, mais revenons au passé. Je dis que vous étiez de très bonnes têtes, de grosses têtes pour... Techniquement, vraiment, on n'enviait à personne. Toutes les sociétés qui arrivaient, les experts qui arrivaient, avaient des problèmes parce qu'ils arrivent à rencontrer des hommes qui connaissent plus qu'eux, qui connaissaient plus qu'eux. Parce que le problème, c'était fondamental. Lorsque, surtout en Afrique, on aime être complexé devant les étrangers qui viennent avec leurs sacs... Non. Mais ici, le mérite en revient à Ahmed Sékou Touré, qui, dès le lendemain de notre indépendance, a envoyé des jeunes Guinéens partout dans le monde quérir le savoir, quérir la science, la technique, la technologie. Absolument. Si fait que quand vous êtes rentré, vous pouviez discuter d'égal à égal avec n'importe qui. Ça, et vous avez su préserver les intérêts de la Guinée. Exactement. Et vous voyez, des grands théoriciens qui racontaient des histoires. Quand on parlait de Rio Tinto avec 20 milliards de dollars pour les infrastructures, on dit, mais non, comment un pays, notre PIB est à peu près 3 milliards de dollars, comment on peut brasser 20 milliards de dollars, vous voyez? Alors, ça se racontait. Aujourd'hui... Notre produit intérieur brut, le PIB, était à 3 milliards de dollars. Oui, c'est ce qu'il disait, et qu'on prétend investir 20 milliards de dollars, mais c'est des histoires, ça. Et puis, même des Guinéens qui défendaient cette thèse, les Guinéens qui le défendaient, évidemment, ça, c'était abus politique. Mais, aujourd'hui, quand vous additionnez tout ce qui est en investissement en Guinée et en projet réalisable, je ne sais pas, il y a combien? Peut-être 60 milliards, je ne sais pas. De dollars, eh bien, ça peut être consommé, ça peut être utilisé. Et, je disais la dernière fois, toute l'énergie de Kounkouré peut être absorbée par la Guinée directement, sans donner à côté. Mais vous êtes panafricain. Sinon, moi, le barrage Kounkouré, le réseau, que ce soit Kaleta, soit Petit, Amaria, en ensemble, devait être là pour l'industrie. Garafiri. Garafiri, oui, c'est petit, mais c'est bon, 75 MW, voilà, c'est tout. Et c'est un complément, disons comme ça. D'ailleurs, c'était prévu comme réservoir. Réservoir, oui. Alors, quand vous voyez tout cela... Est-ce que justement, parce que tu parles de Garafiri comme réservoir, est-ce que tu peux m'expliquer cette vue que vous avez eue de réaliser le Kounkouré en cascade, la théorie de Kounkouré en cascade. Ça, c'est une théorie qui a prévalu c'est valable. Dans le temps. C'est encore valable, n'est-ce pas? C'est appliqué au nord du Canada aussi, les grands lacs. C'est la même chose qui tourne. Mais nous aboutissons après à l'Atlantique. C'est-à-dire qu'en réalité, comme on dit, c'était Kaleta ne devrait pas être bon d'abord. Les gens disaient, il fallait Soit-Petit d'abord avant Kaleta. Exactement, parce que c'est Soit-Petit qui va ravitailler Kaleta et puis aller après à Maria. Mais, quand on dit la Guinée, il y avait tellement de déficit d'énergie qu'il fallait commencer par Kaleta. Là aussi, il y avait des théoriciens qui racontaient... On a commencé par Garafiri. Garafiri, déjà, ça c'est... Je parle de cela hors jeu, je parle maintenant du système des trois. Là. Alors, en fin de compte, je suivais parallèlement des débats oiseux
en général quoi, sur ces problèmes-là, en disant que bon, il fallait commencer par Soapiti, pas par Caleta, ainsi de suite. Mais après, le volume des investissements, comme je disais la dernière fois, on condamné le président d'avoir accepté les 800 millions de dollars de Rio Tinto. Ah, tiens, tu peux m'en dire un mot? Oui. Les 700 millions, hein? C'était 700 millions. 700 millions. 700 millions de dollars. Alors, des gens criaient, le président même lui-même, il s'est attaqué une fois en disant, il pouvait réclamer plus, ainsi de suite. Et à l'époque, je vous ai dit, j'ai dit non, le président a tort. Il a bien pris 700 millions et c'était au bon moment. C'est comme si vous jouez, si vous voulez, vous êtes à la bourse. C'est tombé au moment où on devait financer Caleta. Je crois les Chinois étaient prêts à réaliser et le président a dit non, nous prenons une partie, au moins 25%. Nous allons financer. Et l'argent est tombé à ce même moment. La Banque mondiale, le Fonds monétaire, il ne pouvait rien quand c'est utilisé à des fins, à la production à la réalisation des infrastructures, ici énergétiques. Et là, Dieu merci, il a pu débloquer une centaine de millions de dollars donnés aux Chinois qui ont commencé les travaux et les Chinois étaient attachés. Ils ne pouvaient plus faire marche arrière. Il fallait qu'ils trouvent le complément de financement. Ah oui, là, le jeu, ça a été bien fait. Ça a été la bonne tactique. Non, ça a été vraiment impeccable. Mais maintenant, aujourd'hui, quand on calcule, Caleta a rapporté plus que combien? L'utilisation de Caleta, ça dépasse de loin. Alors, il y en a qui disaient aussi que c'est trop cher. Mais j'ai entendu des débats. Mais, de rien du tout. Non, c'est cher, on aurait dû, il y avait qu'à Faucon. Et avec cela, il y avait qu'à Faucon, on attend, il y a crise financière sur le plan international, automatiquement le projet est bloqué. Il fallait jouer. Il a joué au bon moment. Et ça s'est passé et Caleta a été rentable. 100%. Maintenant, Soapiti. Quand tu dis que Caleta a été rentable, moi j'ai entendu des moqueries, des railleries. Ouais, je parle de ça. Caleta Barakale. Mais c'est pas. Non. Enfantillage. C'est enfantillage. Babillage. Exactement. N'est-ce pas? Je n'écoutais pas ces gens-là. Je me moquais d'eux seulement, c'est tout. Ou c'est la malhonnêteté intellectuelle pour déformer ce qui est normal, ou bien essayer de déformer l'évidence. C'est bizarre. Mais ça s'est passé, malheureusement, des cadres qui le disaient, qui n'étaient pas honnêtes. Ils savaient même. Donc, l'énergie de Caleta, l'utilisation qui a été faite, que ce soit les industries ici, additionner les valeurs, c'est sûr que ça amortit presque. C'est clair. Ah oui? Ouais, enfin, j'imagine. Parce que je vois toutes les industries qui fonctionnent maintenant à partir de Caleta. Soapiti, je l'avais dit. J'ai dit, Caleta fini, Soapiti va être attaqué. Dieu merci. Dieu m'a entendu. Le président, automatiquement, il a attaqué Soapiti. Soapiti, c'est le cœur de l'industrie, de l'économie guinéenne. Ça. C'est le cœur qui danse le sang dans l'industrie guinéenne. Alors, partout, ça va se développer. Tout va être arrosé avec ces barrages. La série, n'est-ce pas, comme on appelle, de Kunkuré. Donc là, qu'on veuille, qu'on ne veuille pas, cela s'est réalisé. Et Amaria va être réalisé. Il faut qu'il fonce, il faut que ce soit terminé dans les 5 ans à venir. Qu'on ait ces industries. Il y a beaucoup d'industries qui vont être réalisées à partir de l'énergie. Beaucoup d'industries. Et nous allons former, comme disait quelqu'un, la classe moyenne. La classe moyenne qui va consommer et la production va augmenter à cause de la consommation de la classe moyenne. Bon, c'est une théorie qui est valable, mais à partir du moment où il y a des fondamentaux. Alors, et l'agriculture. Adam Smith, oui. L'agriculture aussi va se développer parce qu'il y a l'eau, les barrages vont irriguer. Et j'ai appris la dernière fois, il paraît qu'il y a 13 millions d'hectares en Guinée cultivables. Alors imaginez le développement de cette zone. Et tout cela, on a des moyens maintenant nous-mêmes de financer. Et j'irai plus loin pour dire qu'à un moment donné, la Guinée pourra financer la recherche pétrolière. Parce que les risques peuvent être pris. Les risques jusqu'à 200, 300 millions de dollars par an, l'État pourrait lancer dans la recherche. Ça, c'est sûr. Mais pour le moment, nous allons monter, on est en croissance et j'estimais que toutes ces mines-là réunies ensemble
les revenus représentent à peu près 1 million et demi de barils par jour de pétrole. Ce qui veut dire qu'on est au niveau déjà, on est entre l'Angola et le Nigeria. Le Nigeria, oui. Donc on dépasse tous les autres. Vous voyez, c'est pourquoi je dis bien que nous sommes partis, on a démarré, on a ces éléments et l'agriculture vient d'augmenter encore plus parce que ces hectares-là, le riz, on produira, développement, n'est-ce pas, des méthodes culturelles avec modernisation, avec vraiment, nous pourrons produire encore, ça c'est le pétrole vert, comme je vous l'ai dit. Oui, pétrole vert pour pétrole vert, l'agriculture. Et du temps de Ahmed Sékou Touré, nous avions les FAPA qui étaient lancés. Oui. Est-ce qu'on n'aurait pas pu dupliquer ce paradigme, ce modèle? Ouais, il faut reconvertir comme on dit, les universitaires sont sortis sans emploi. Il faut qu'ils changent, il faut qu'ils se reforment, il faut qu'ils forment des groupes sur le plan agricole et puis apprendre des métiers. Ce sont les métiers qui comptent. Vraiment, les techniques, c'est ce qui est important. Il faut au moins 50% de l'éducation doit être orientée vers les techniques. Tu vois. Vers les métiers. C'est ce qui fait l'industrie, le développement comme c'est prévu actuellement. Toutes ces industries, mais il faudra des électromécaniciens. Il faudra des génies électriciens. Le froid doit être là. C'est dans ces domaines qu'on doit orienter maintenant les gens. À l'époque, vous étiez une cohorte de grosses têtes en Guinée et dont certaines nous ont quittés. Par exemple, Diagouraga Baba. Diagouraga Baba qui était à Fria et qui est parti finalement au Cameroun à Edea. Tu es au courant, tu sais ça? Non, je n'ai pas suivi. Tu n'as pas suivi? Si, tu étais déjà rentré. Quand Diagouraga Baba quittait Fria, oui, quand Diagouraga Baba quittait Fria pour aller à Edea au Cameroun. Okay, je ne l'ai pas suivi. Mais l'usine de Edea au Cameroun devait être installée ici, non? Naturellement. Comme disent d'aucuns que j'ai été outré quand j'ai entendu un cas dire ouais, on n'aurait pas dû prendre l'indépendance, c'est ce qui a fait que nous sommes comme ça, ainsi de suite. Et on a perdu tout. C'était leur conception. Nous avions une autre conception, vous savez. On avait la conception révolutionnaire, on doit être libre. Et malheureusement, il y a des Guinéens encore qui supportaient cette théorie. En disant qu'il ne fallait pas prendre l'indépendance. Parce que, en fait, c'est le système que les Français avaient prévu. Le barrage Kunkuré, l'usine d'alumine Fria et l'usine d'aluminium, 150 000 tonnes d'aluminium. Alors, Fria a commencé, parce qu'il faut commencer par la première phase, bauxite, alumine, et continuer sur l'aluminium. Barrage, ensuite aluminium. Et l'indépendance est arrivée entre-temps, le travail a commencé, les Français ont dit non, il ne faut pas être... Il faut que ce soit un exemple, parce que nous, c'était mauvais pour le Conseil de l'Entente, en disant que la Guinée a pu réaliser ce que la France ne voulait pas. Et, en fin de compte, nous avons réussi à réaliser. Et les Français, ils ont transféré automatiquement la partie aluminium à EDA au Cameroun. Donc, on produisait l'alumine maintenant. Au lieu de le faire en Guinée, on envoyait l'alumine au Cameroun. Les Français nous ont joué beaucoup de tours. Oui, naturellement. C'est les conséquences du fameux général de Gaulle, en disant les conséquences, que ce soit politique, économique, pression, coup d'État, tout ça. Ça avait tout s'est passé avec le temps. Sinon, l'usine d'aluminium aurait dû être réalisée depuis ce moment. Oui. Depuis ce moment en Guinée. Dans les années 62, devrait être réalisée en fait. Oui, en Guinée, mais ils ont préféré mettre ça à EDA. Voilà. Et ils prenaient notre alumine pour aller la transformer au Cameroun à EDA. Il y a une autre grosse tête, après Diagouraga Baba, au même moment que Diagouraga Baba, Chérif. Oui, c'était le chimiste. Oui, Chérif. C'était le haut cadre de Frias. C'était extraordinaire. Il y avait Ba, naturellement, Ba qui était l'aviateur.
Ouais. On avait des têtes. Ouais. Et ensuite, il y a eu Yves Guichard. Yves Guichard. Il a été même directeur de cabinet à Énergie Concouré. À Énergie Concouré. Oui, avec une femme avec On avait des têtes. Il y avait de grosses têtes, de très grosses têtes. Non, il n'y avait aucun complexe à l'époque, parce que c'était tous des cadres. Les partenaires qui venaient, vous allez démontrer, vous avez de l'argent, ok. Allez, allons-y. Alors, des questions, en fin de compte, à un moment, on dit, mais vous êtes différents des autres. Mais comment différents? Je dis, non, c'est-à-dire que voilà, je dis, non, on a suivi les mêmes écoles, les mêmes connaissances, mais quelle est la différence? Il y a une grosse tête paresseuse. Laquelle c'est laquelle? Malal Baldé. Malal Baldé, un génie. Un génie extraordinaire. Oui, d'abord il y a son grand frère, Muntaga Baldé, qui était lui-même un génie. Muntaga Baldé, notre grand frère que nous savions, qui aurait dû être le premier noir admis à Polytechnique en France. On l'a recalé parce qu'il ne savait pas bien nager. Maintenant, nous avons un jeune qui rentre cette année à Polytechnique. C'est très bien. Le jeune Sako. D'accord. Mais à l'époque, nous avions les têtes, c'était les têtes et elles ne se laissaient pas faire. Non, pas du tout. Se laisser faire. Vous êtes face à face. Vous êtes à égalité. Vous avez les mêmes formations, mais les mêmes théories vous appliquez. Les mêmes formules. Quoi est le problème? Quand vous déformez, vous mettez un facteur là-bas qui connaît. Non, le facteur là. On met 0,4 multiplié par, mais pas 1,2 multiplié par le. C'est ça, c'est très simple. De tricher. Bon. Alors, mais c'est. Nous n'avons pas pu réaliser. C'est ce qui a emmerdé beaucoup. Parce qu'on comprenait, on savait, et on savait ce qu'on voulait. Vous savez, j'ai tout le temps dit. Et dans le pour les négociations, un dossier qui est là, que ce soit mine, que ce soit industrie. Mais qu'est-ce qu'on fait d'abord? On fait l'économie de l'affaire. C'est un gisement qui est là. Ok, nous on le faisait dans le pétrole, contrat de partage de production. C'est-à-dire que on prend les gisements, la valeur du gisement, parce que c'est déterminé, la valeur actuelle du gisement. Alors on dit voilà, les investissements et les remboursements, combien ça représente? On met ça de côté. On met le temps d'amortissement. Cela. Ensuite, le gâteau est là à partager. Je gagne ça, vous gagnez ça. Alors nous, c'est comme ça qu'on le faisait. Là, ça ne plaisait pas aux gens. Et aussi, les centrales d'achat devaient être transférées en Guinée. Là aussi, on trichait sur l'approvisionnement, que ce soit Fria ou tout ça. On le sait, les jouets. Donc là, lorsque vous arrivez à ce stade, dès que le partage est fait maintenant, alors les juristes s'asseyent maintenant pour dire, alors on va garantir que chacun reçoive sa part, c'est tout. Les juristes, leur rôle, c'est à la fin. Mais CBG était contrôlé par Pittsburgh plutôt. Mais je parle de ça, c'est là-bas le central d'achat était à Pittsburgh. Oui, le central d'achat était à Pittsburgh. Il y a un autre groupe, je crois, à Bruxelles, tout ça, ainsi de suite. Bon. Donc, ils contrôlaient. L'infrastructure, c'était à Bruxelles. Je crois les centrales d'achat. Les centrales d'achat, c'était la principale centrale d'achat, c'était à Pittsburgh. Aux États-Unis. Donc les prix qu'ils fixaient, on n'avait aucun moyen de contrôler. C'est pourquoi, comme tu sais, à un moment donné, le contrat de CBG, on disait que la part, la Guinée a 49%, ils ont 51%, mais dans le partage, on avait 65% des bénéfices nets taxables. Et ils ont 35%. Mais pour faire le bénéfice net, tu déduis tous les achats, toutes les charges. Et là, c'est eux qui fixaient. Donc, on bouffait, on augmentait. Et puis, en fin de compte, le bénéfice net, c'est zéro. Mais la Guinée a réussi un coup. C'est la taxe spéciale. La taxe spéciale. Exactement, ça a été fait. Taxe spéciale. Bon an, mal an, il y avait 8 millions de dollars qui tombaient par mois. On avait atteint en tout, on avait atteint presque 200 millions de dollars. 200 millions de dollars oui. Par an, hein? Par an, oui. Par an. Ouais. Mais je veux dire... Tous les produits miniers, quoi. Tous les produits miniers. Mais malheureusement, qui a été cassé après... Après 84. Quand les militaires sont arrivés au pouvoir, je crois que c'est l'une des toutes premières décisions qu'ils ont prises. Vraiment, ça... Ils ont... J'ai mal le cœur, la crise cardiaque. Et il y avait des cadres qui défendaient encore la théorie. Ce que les gens n'ont pas réussi au moment de la révolution, qu'ils ont accepté
lorsqu'on a eu le libéralisme maintenant, ils l'ont accepté et on a amputé 50% de ce qu'on recevait. On est descendu à 100 millions, non? 100 millions, 90 millions de dollars. Ouais. Alors que la taxe, c'était la taxe de souveraineté, comme disait le président, qui était indexée sur le métal bulletin de Londres. Ouais. C'est-à-dire que lorsque, à la base, la matière première, à bauxite, il y avait une taxe. Et quand c'est l'alumine, il y avait 50% de cette taxe. et l'aluminium, L'aluminium, zéro. Alors là, ça a encouragé, n'est-ce pas, pour la valorisation, tu vois. Bon. Malheureusement, il y avait des Guinéens, des cadres. Heureusement, j'avais quitté le département. Parce que ça, c'est la crise cardiaque. Ah oui. Ouais. En 84, vraiment, hein, ils nous ont eu. Et à partir du 3 avril 84. Alors, les Guinéens qui essaient de justifier, oui, parce que les partenaires ont dit, j'ai dit quoi? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit lorsque le président a imposé la taxe de souveraineté? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit? Ils ont menacé, il a dit, bon, d'accord, si vous voulez partir, fermez tout. Ils ont accepté. Mais ils ne pouvaient pas partir. Alors, c'est pourquoi la dernière fois encore un autre me disait oui, à la boxe ça sort n'importe comment aujourd'hui, tout ça. J'ai dit écoutez, c'est comme quand les Américains attaquent. Lorsqu'ils attaquaient l'Irak, il y a eu bombardement intensif, non, les B-52. Ils ont tout cassé d'abord avant que les fantassins ne viennent. Après c'était fini. Il dit alors aujourd'hui la bauxite, le minerai de fer, nous n'avons qu'à vendre le maximum, renvoyer le marché contre le marché mondial. La deuxième phase, on passe là maintenant à la valorisation en même temps. Parce que nous avons des réserves de 4 siècles dans tous ces domaines-là. Alors c'est tout. Les jeunes qui viennent après nous maintenant, ils n'ont qu'à être durs maintenant. Économiquement, ils doivent être à niveau pour démontrer qu'il faut passer maintenant à la phase aluminium. Il faut passer à la phase métal, acier. Oui. C'est ça, justement. Ouais. Je parle des têtes qu'on avait à l'époque dans le domaine des mines, de la géologie, de l'agriculture, dans le domaine économique. Oui, on avait des cadres partout. Des cadres partout. Et... Les géologues guinéens ont découvert tous les gisements, en fait. Mais là, il faut aller dans les détails. Ça, c'est ce que je disais. Aujourd'hui, la bauxite et le fer, les problèmes sont réglés de ce côté. Mais on va passer maintenant, on va continuer sur le titane, sur le cuivre, le zinc et le lithium. Le lithium. Le cobalt. Et l'étain. C'est-à-dire, je parle des méthodes. C'est-à-dire, on prend le tableau de Mendeleev. Non. Je prends ça parce que l'étain, le titane avec l'aluminium, ce qui est utilisé dans la conquête spatiale. Vous voyez, l'alliage là. Donc, c'est bon. Nous serons sur le marché à ce moment des satellites. Qu'on le veuille ou non, si on arrive à contrôler, à trouver le titane, mais jugement quoi, parce que les indices, on les a. Il faut démontrer que c'est des jugements. Si ce n'est pas des jugements, on ne peut pas produire. Bon, et puis c'est tout. Le lithium aussi trouvé pour l'énergie, là, pour les batteries. Oui, ça c'est important. Alors, donc ces domaines doivent être maintenant suivis des détails, quoi. Partout il y a des indices, aller dans les détails pour voir si des jugements existent. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, nous avons suffisamment de jeunes Guinéens, des têtes, pour faire valoir les intérêts de la Guinée? Je ne peux pas juger, parce que je ne suis pas du domaine. Bon, il y a beaucoup qui sont sortis de Tamakene, là. Parce que c'est l'école qui forme, les géologues, tout ça, ainsi de suite. Je pense, j'imagine et je crois, et si c'est le cas, il faudra le faire. Il faut sortir des hommes maintenant pour pouvoir faire le contrôle des qualités de nos minerais. C'est-à-dire tout ce qui sort, il faut qu'on puisse vérifier, contrôler ici en Guinée, avec nos laboratoires, les qualités. Si vous avez les qualités de bauxite, vous pouvez fixer les prix. C'est en fonction des qualités, du taux d'alumine dans la bauxite. C'est comme le pétrole. On essaie de voir la gravité, la densité. C'est tout. 24 degrés, 34 degrés, 46 degrés, les valeurs changent. C'est pourquoi le pétrole brut de l'Algérie est très cher. Parce que c'est 46 degrés AP. C'est-à-dire que le pétrole de l'Algérie, là, de Hassim et Saoud, vous pouvez mettre dans les gros camions bruts. Ça peut marcher, le camion peut marcher sans raffiner. Parce qu'il y a la quantité
le rapport entre les produits blancs qui sont là-dedans, c'est-à-dire l'essence et autres, et les produits noirs, le fuel qui se trouve dans le brut, tu compenses. Vous voyez, quand tu as 46% de l'autre côté. Donc, vous voyez, donc, mais quand c'est bas, disons, moins à 25%, c'est la partie lourde maintenant. La partie lourde qu'on appelle le fuel, le goudron, qui est lourd, qui n'a pas de valeur. C'est pourquoi le prix de ce baril est moins cher. Donc, on peut... Oui, c'est la même chose. On va trouver les qualités de bauxite, les qualités de minerais de fer. Est-ce qu'il y a d'autres minéraux qui suivent dedans dans le fer, dans le minerai de fer, par exemple. Dans le minerai de fer ou bien dans la bauxite. Dans la bauxite. Là, ça peut être identifié, quoi, oui. Selon qu'on puisse récupérer à l'extérieur ces minéraux, aussi, on peut évaluer et puis, bon, faire un plus. Oui. En parlant des têtes, Nava Touré, il est plus jeune, hein? Oui, oui. Nava? Oui, il est bien, on a travaillé ensemble. Oui. Il était... Oui. Et puis, bon, il a fait beaucoup de l'énergie. Ouais. Et ce qui était remarquable à l'époque, ça je le dis, et je vous en félicite, c'est que vous avez travaillé avec ces grosses compagnies minières, mais vous n'avez pas été corrompu. Vous n'avez pas été corrompu. Vous n'avez pas pris de l'argent. Vous n'avez pas de compte à l'étranger. Pour brader les intérêts. Il n'y a pas de compte à l'étranger. Vous n'aviez pas de compte à l'étranger. Vous n'aviez pas de villa à l'étranger. Vous n'aviez pas d'appartement à l'étranger. Non. Et ça, c'était quand même remarquable. Hein. Ce que je crains, c'est que je voudrais pas... dis, par exemple, pour l'association de la bauxite, là-bas, IBA, n'est-ce pas? C'est un Guinéen qui a... Oui, il y a Mohamed Lamine Touré là-bas à l'époque. Non, il y avait d'abord Mamadou Soiré. Soiré. Ensuite, Mohamed Lamine Touré. Ce sont des Guinéens qui ont dirigé. Mais ils se sont pas saboté par l'Australie et puis la Jamaïque, des grands pays. D'accord. Mais les Guinéens qui étaient là-bas, ils ne se sont pas laissés acheter. Non, c'est vrai. La Guinée contrôlait. En fait. Aujourd'hui, la Guinée, ça devait être le centre en Guinée ici. Parce que nous sommes à la tête aujourd'hui. Oui. Ah, mais si, nous avons... pour l'Afrique, c'est la Guinée qui va être le siège. Mais c'est normal. C'est logique que ce soit la Guinée. D'accord. Les Zaïre est bien, mais malheureusement, vous savez, là-bas, ils n'ont pas contrôlé encore, ils ne contrôlent pas. Hein, les minéraux. Ouais. Oui, il y a quelqu'un en ligne. Hein, nous avons encore 4... Mais mais ça va. L'heure des auditeurs a sonné. Voilà, merci. Bonjour. Je suis Elhaj Kaba. Allô? Oui, bonjour. Bonjour, monsieur Kaba. Elhaj Kaba de Kipé? Oui. Oui, Elhaj Kaba de Kipé. Oui. Mais qu'est-ce qui se passe ces derniers temps avec votre téléphone? Il y a toujours de la réverbération. C'est pas très clair. Là. Non, c'est le réseau souvent qui... C'est le réseau souvent parce que... Bon. Alors, vous allez bien, mon frère? Ça va bien, merci. Elhaj Kaba. Bien. Mon premier bonjour et ma première intervention de ce matin, je suivais votre collègue, Lamine Ba de Lynx. Je pense que c'est un collègue à vous, mon frère Antoine. Qui ça? Lamine Ba, Lamine. De Lynx, hein? Du Lynx, hein? C'est un confrère, oui. C'est un jeune frère, oui. Je l'écoutais ce matin. Oui. En train de donner son appréciation de la Guinée depuis la Première République jusqu'aujourd'hui. Oui. Oui, il était un peu... Des fois, il trouvait des choses, il traitait des choses d'imbécilité, de ceci, cela. J'ai été vraiment... je n'ai pas apprécié. Bref, mais tout ce qu'il a dit, d'Abidjan, quand on l'a envoyé ici, d'Abidjan, il était à Fraternité Matin. Mais j'aurais voulu poser, si j'avais la possibilité d'avoir la ligne du bien, à M. Lamine Ba, et il représentait qui au Comores et au Bénin. Est-ce que c'était ni l'Oréa, encore moins de Fraternité Matin? Quand il fait ce qui s'est passé au Comores, parce que je sais beaucoup de ça, il était là au Comores, à l'attaque du Comores avec comment il s'appelle,
le blanc là. Bob Denard. Ah, bon, Denard. Bob Denard, merci bien mon frère, Bob Denard. Et le Bénin aussi, Kérékou a remis le passeport de la Nimba au président Sofré pour dire qu'il y avait un Guinéen qui était là pour ceux qui sont venus agresser le Bénin. Oui. Le Bénin n'est pas la Guinée. Le Congo n'est pas la Guinée. La passion, la haine de la Guinée, je pense que c'était à tous les niveaux où il y avait un professionnalisme dans ce domaine-là. Moi, j'aimerais parler avec lui pour savoir. Bref, c'était pour... Vous connaissez son adresse? On a écouté, qu'on peut l'apprécier, qu'on est prêt à aller au débat avec. Donc, pour la causerie du jour, moi, je pense que je vous comprends, mon frère, chacun a son point de vue sur l'évolution de la Guinée. Mais, prions Dieu, que tout se passe pour le bonheur du peuple de Guinée. Une fois encore, il faut apprécier la Première République dans son programme de développement. Tout était planifié de la Première République, de la politique à la diplomatie, à l'économie, à la culture, comme je le dis toujours. Rien n'était là en pilotage à vue, encore moins en course de vitesse. Je vous dis, mon frère, je suis qu'un petit promoteur minier. Je n'ai eu le temps qu'en 87, je suis rentré dans le secteur minier. Mais j'ai eu vraiment affaire à de grandes sociétés comme Glencore, qui est un des grands traders au monde des minerais. Des minerais. J'ai beaucoup causé avec eux, avec des Sud-Africains et de partout. Mais je pense que les mines doivent être exploitées dans la sagesse, et bien que dans la sagesse, il ne faut pas en faire une question interne. Ce n'est pas le volume que vous avez, que vous exportez, mais la valeur que le volume va donner à votre produit, parce que vous n'avez que la terre. Si vous la mettez à nu, eh bien, si vous le demandez à $10, que le preneur le dit à $5, qu'est-ce que vous allez en faire? Le même problème est arrivé au président Ouekoueto en Côte d'Ivoire. Quand j'ai écouté le président Ouekoueto, il fait la politique de son économie au lieu de l'économie de sa politique. Et alors qu'il n'avait pas d'économie. Il n'avait pas d'économie pour dire ça. Il avait comme économie que c'était le cacao. Et les multinationales, il faut qu'on se dise la vérité. C'est des gens d'intérêt. Ils sont sans foi ni loi. Et il a eu des problèmes. Il a produit, il a donné un coup, les multinationales ont rejeté et après, on sait ce qui s'est passé avec lui. Et la Guinée, je n'ai jamais vu ce que ça est là. Si au monde, les multinationales ont eu dans leur partenariat des actions à ce niveau, comme avec la Guinée, c'est déjà avec la Guinée. 49% pour la Guinée, 65% de bénéfices nets pour la Guinée. Et la taxe spéciale dont vous parliez. Quand on dit que le CPC n'a pas évolué, le CPC a évolué. Le CPC était sur une bauxite déjà traitée, calcinée. Et OPK était sur la bauxite mouillée. Pouya était sur l'alumine. Et quand on vient aujourd'hui pour nous montrer des nouvelles exploitations qu'on appellerait semi-mécanisées et artisanales semi-mécanisées, et je ne suis pas contre, mais ça peut développer. Mais on a déjà une expérience industrielle dans le secteur minier. CDG avait un exemple, OBK en est un exemple. Il y a encore aussi un grand exemple. Moi, je pense qu'aujourd'hui, pour la Guinée, il serait mieux pour la Guinée que la Guinée revoie le problème de Pouya, que Pouya revienne dans le portefeuille de l'État guinéen, qui est notre propriété. La seule compagnie française, la seule entité française qui a été vraiment reconnaissante avec la Guinée, c'est bien la compagnie de Pouya, comment ça s'appelle? Péchiné. Péchiné, mon frère. En 82, Gaston Defer, il était maire à Marseille. Il a dit au président Sokure, il dit, monsieur le président, cher ami, vous êtes un homme sérieux, un homme de parole. Vous avez promis, après l'indépendance, à votre indépendance, que vous n'inquiéterez jamais plus de l'intérêt à Pouya. Vous l'avez fait. Donc, au fait, Péchiné pouvait donner Pouya à n'importe quelle multinationale sur la poursuite parce que c'est
non seulement l'usine, bien qu'elle pouvait être obsolète maintenant sa technologie, mais les concessions de la Guinée est un pays de bauxite. Et il a donné Pria à un franc symbolique à la Guinée. Un symbolique à la Guinée. Pria évalué, pour essayer de donner une valeur à Pria, Pria a été évalué à 260 millions de dollars de valeur résiduelle. Ça a été fait. Et il faut que Pria, l'expérience de la Guinée a dit, la chance de la Guinée a dit, que Pria revienne dans le portefeuille de l'État, mais des bonnes manières, des bons sens ont manqué des autorités du moment pour brader Pria. Et ce qui serait salutaire pour la Guinée dans le secteur minier, il ne faut pas qu'on en fasse une course de vitesse, qu'on aille aux quantités, mais allons à des volumes qui sont rationnels et qui peuvent nous permettre vraiment de nous gérer, parce qu'il n'y a pas de notre génération. Il y a plus de 20, 30, 40 générations après. Mais il faut qu'ils soient là, il faut penser à la jeunesse, aux futures générations. Et donc, il faut que le secteur minier soit débattu de façon très sage dans l'intérêt du peuple de Guinée. Et tout ce qui a été initié par la Première République sur le Zaïre. Le Zaïre, c'était, on a voulu mettre une exploitation panafricaine de l'or, de la bauxite et même du fer. Mais si on rentre dans tous ces détails avec le temps, moi je pense que essayons de voir comment on peut aller. Personne n'aura une meilleure politique minière que la Première République. M. Soumana Merci beaucoup. Merci. On l'a dit, l'ancien ministre, que la Première République a eu la meilleure politique minière dans le pays. Alors, cessons à se façonner à sortir. Merci beaucoup, LH Kaba de Kipé. Merci beaucoup. Thierry. Oui, M. Kaba. Vous savez, il y a des différentes théories, hein, les gens, chacun a son point de vue. Moi, je parle du fait que la Guinée a des réserves à peu près de bauxite, que ça des minerais de fer aussi. Au moins pour 4 siècles, nous pouvons produire 100 millions de tonnes par an. 1. 2. Pour passer à la phase supérieure directe, l'alumine, il y a des conditions de réalisation, des investissements énormes qui peuvent être baqués, supportés par la production de bauxite. Au point de vue valeur, disons, pas investissement direct, mais au moins la crédibilité. Ensuite, on passe à la phase aluminium. Mais ça, c'est lancé. Tout ce que je te dis, tout est lancé. SMB est en train de faire le chemin de fer entre Télémélé, Santou et Bokeh, parce qu'ils vont passer là-bas, ils vont fabriquer, ils vont construire une usine d'alumine. Une usine d'alumine au moins 6 fois plus que Fria. On le sait. Ils ont 3 milliards de dollars d'investissement. Ça, c'est lancé. Le chemin de fer est en cours. Ensuite, Chalco. Chalco, à Bofa aussi, doit produire, je ne sais pas, 1,5 million ou 2 millions de tonnes d'alumine aussi. Vous voyez, c'est par étapes. Donc, on passe aux phases supérieures. Fria a été donné cadeau à la Guinée parce que ce n'était plus rentable. Péchiné n'avait plus besoin de Fria et Péchiné devait être racheté par Alcan du Canada. Pour cela, il fallait se débarrasser des dents pourries. Et la Fria était dents pourries dans le domaine, dans le portefeuille de comment on appelle, de Péchiné. Donc Péchiné a été racheté par Alcan, qui a été racheté aussi maintenant par Rio Tinto, qui est actionnaire, n'est-ce pas, à CBG. C'est comme ça que ça se passe. Donc ce qu'on a reçu en main, je crois, il y a eu des Américains qui sont venus pour essayer de reprendre Fria. Ça n'a pas marché, je sais que l'ancien... Oui, du temps de Fasciné Fofana. Oui, l'ancien sous-secrétaire d'État aux affaires africaines aux États-Unis. Leonard Williams. Non. Aux affaires africaines. Bon. Oui, il était venu même, lui-même. C'était lui qui était à la base. Oui. Herman Cohen. Voilà. Et eux aussi, c'est eux qui ont passé maintenant à Russell. Et Russell, vous savez très bien, lorsqu'on a exigé, ils ont donné cadeau à la Guinée aussi, ils sont retirés.
le président a eu des difficultés, n'est-ce pas, pour essayer de les ramener avec des conditionnalités que Dian soit ajouté. Comprenez que donc la Guinée ne pouvait rien faire avec l'usine qu'on nous a donnée à 1 franc symbolique. Ça, c'est clair. D'accord. Voilà. Oui, il y a quelqu'un en ligne, s'il vous plaît. Bonjour. Bonjour. Monsieur Bangoura, oui. Comment que ça va? Vous allez bien? Ça va bien, merci. Merci. Quand j'entends votre voix, là, ça me fait une plaisir, quoi. Ah, d'accord, merci beaucoup. Il y a de certaines choses que vraiment, moi je comprends ça, un peu bizarre. Oui. C'est surtout quand on commençait à commenter le problème de M. Sékou Touré là, à l'époque. Oui. Il y a beaucoup d'enfants qui ont perdu leurs parents. Oui. Dans ça. Mais est-ce que ça fait plaisir à tous les Guinéens? Non, pas du tout. Oui. Deuxièmement, c'est ce que je voulais vous dire. Vous êtes là à orienter le problème de bauxite seulement sur la tête des enfants guinéens. Est-ce que le bauxite là, c'est tellement rentable pour la population? D'accord. Au lieu d'orienter le problème de l'agriculture sur la tête des Guinéens. D'accord, très bien. Parce qu'à l'époque, là, au Libéria, il y avait beaucoup de bauxite. Il y avait Bomhil, Bomay, Manoriba Union et Lamco aussi. D'accord, très bien. Bon, tout ça s'est passé, mais il n'y avait pas de bruit. Mais ici en Guinée, on parle que de bauxite, le premier et le 30. Est-ce que ça sera rentable pour la population guinéenne? On ne parle jamais de l'agriculture, le café et le cacao, les ananas et les bananiers. On ne parle... D'accord. Bon, merci beaucoup. Bon, pour ceux qui est des personnes qui sont décédées, qui ont perdu leur vie, et des personnes qui ont perdu leurs parents pendant la Première République, nous revenons toujours sur la question. Mais nous pensons que nous devons finalement dépasser ces choses qui nous divisent pour nous retrouver, n'est-ce pas? Il y a 170 personnes qui ont péri au camp Boiro, au camp Kindia, ainsi de suite, pendant la Première République. Bon, ben aujourd'hui, on nous dit 50 000 personnes. Bon, c'est pas la peine de remuer tout le temps le couteau dans la plaie. Et moi, pendant cette période que j'appelle la trêve des confiseurs, je suis gêné de parler de ces questions qui nous fâchent, ces questions qui fâchent, qui nous divisent. Et bon, ben, on pourra revenir. Terron, pour ce qui est de la partie économique de ces questions, ouais. L'agriculture... je crois que le monsieur ne nous a pas suivis parce que la dernière fois, nous en avons largement parlé de l'agriculture. Oui. J'ai dit qu'il y a 13 millions d'hectares cultivables en Guinée. D'accord. Ensuite, j'ai dit même à mes amis qu'on doit les 2 cafés qui existent dans le monde existent en Guinée ici. Le Robusta et l'Arabica. Et l'Arabica, c'est sur le haut plateau, n'est-ce pas, du Fouta. Et j'ai dit que si on arrivait à réaliser 100 000 hectares d'Arabica au Fouta, ça dépasse de loin CBG. Voilà, c'est ce que Dr. Tchermaketa a dit. Et que le riz, si on suit les techniques modernes actuelles pour produire du riz, eh bien, ça correspond à peu près à 400 000 barils par jour de production de pétrole brut. Voilà. J'ai tout expliqué. Donc, maintenant, si on parle de bauxite, si on parle de minerais de fer, c'est parce que nous voulons des fondamentaux, des choses qui peuvent nous donner l'argent pour nous permettre de développer justement l'agriculture. Voilà. La Côte d'Ivoire a eu la chance, comme on a dit, au fait, à léser le cacao, il avait déjà atteint 2 millions de tonnes par an. Donc, déjà, ils avaient des revenus là qui étaient sûrs. Et nous, on n'en avait pas. Et nous, c'est les mines qui vont nous donner ces éléments, ces montants. Parce qu'on a le marché, moyens de développer notre agriculture. Non seulement on a le marché africain, mais on a le marché asiatique. Chinois. C'est garanti pour placer justement nos minéraux et puis l'aluminium. Et l'aluminium et l'acier même qui peut être produit maintenant ici en Nimba, Simandou, et faire, n'est-ce pas, la sidérurgie. Merci on a déjà beaucoup, expliqué tout ça. Dr. Tchermaketa. Pendant qu'on y est, les usines à l'époque de la Première République, il y en avait, hein? Oui. Il y avait toutes sortes d'usines. Ça a été fermé avec la réforme. Oui. En 84, la Guinée il y avait un maillage de petites industries qui nous aurait propulsé. Absolument. Oui, allô? Oui, alors bonjour. Bonjour. Radio Évasion? Oui, Évasion, oui. Voilà, non, c'est juste pour apprécier l'émission. Merci beaucoup. En même temps, dire que
Je pense que, comme l'a dit M. Ansouman, Oui. il faudrait continuer à raisonner de façon positive. Ce qui s'est passé, Oui. c'est passé. Ça fait partie souvent de la marche normale des peuples. Oui. Je pense qu'il faut tirer les leçons, regarder vers l'avenir. À mon avis, ceux qui, dans les politiques passées, ont été positives, c'est ce que nous devons beaucoup plus partager, faire comprendre quels ont été les succès, quels ont aussi été les raisons de faiblesse. En tirer les leçons pour aller de l'avant. D'accord. Merci Quand beaucoup. on juge un régime, je crois qu'il faut toujours le juger par rapport au contexte du moment. D'accord. Oui, effectivement. Chaque régime doit avoir une mission bien précise. Si au début, c'était la décolonisation à partir de rien, il va de soi qu'il y a des défis à relever qui sont différents des défis du moment. Oui. Donc, quand on juge les gens, je pense qu'il faut les juger par rapport aux défis auxquels ils ont été confrontés. D'accord, merci. Je pense que si nous raisonnons comme ça, ce sera plus facile de réconcilier les Guinéens. Je crois que les Guinéens ne sont pas divisés. Mais je crois qu'il y aura toujours, en matière de développement, des gens qui ont des visions différentes des choses. D'accord. Merci Moi, beaucoup. j'apprécie beaucoup votre émission. Merci et surtout les gens que vous invitez pour partager leur expérience. Merci beaucoup. J'aimerais que certains anciens continuent à revenir. Merci beaucoup. Comme par exemple M. Bangoura. Oui, Dr Ousmane Bangoura. Il va revenir. Et vous savez, je pense que voilà, c'est dire merci à l'émission. Merci beaucoup. Et vous savez, l'émission est maintenant sur YouTube. Évasion 2021 @gmail.com. Voilà. Et vous avez raison, messieurs. Il faut toujours contextualiser. Ce qui s'est passé dans notre pays de 1958 à 1984 ne peut pas nous empêcher d'avancer. Et vous savez, lorsque ces événements se produisaient, mettons entre 1970 et 1977, revoyez un peu le monde de l'époque. Revoyez les questions de droit de l'homisme, les droits de l'homme, le droit de l'homisme. Revoyez, est-ce ces questions étaient aussi prégnantes qu'elles le sont maintenant? Non. Et puis, franchement, essayons de nous dépasser. Essayons de nous dépasser. Essayons de réconcilier même nos pionniers. Essayons de réconcilier Ahmed Sékou Touré et Bari Yaoundou. Moi, je sais par exemple que Bari Yaoundou, c'était le grand frère d'Ahmed Sékou Touré. C'était l'un des meilleurs grands frères d'Ahmed Sékou Touré. Ahmed Sékou Touré ne prenait aucune décision importante dans sa vie personnelle sans consulter Bari Yaoundou. Il s'est passé des choses qui se sont passées. Il y a des choses que nous ne pouvons pas dire. Je ne le dirai jamais. Je ne le dirai jamais. Pour moi, et j'en parlais il y a quelques jours avec Cheikh Fatamadi Kondé, pour moi, Bari Yaoundou reste une référence. Une référence. Alors, essayons de nous dépasser. La famille de Ahmed Sékou Touré et la famille de Bari Yaoundou sont des familles alliées, amies à Dabola. Moi, je sais ce que Aja Nkunba Touré me disait de la famille de Bari Yaoundou. Pardon. Cessons de remuer le couteau dans la plaie. Cessons. S'il faut en débattre, nous sommes prêts à en débattre. Le PDG a toujours demandé qu'il y ait une conférence nationale sur ces questions en Guinée. Qui a refusé? Pourquoi la conférence nationale ne s'est pas tenue? Aujourd'hui encore, Sidiki Kobre Keita démarche
tout le monde pour qu'il y ait un débat national sur ces questions. Alors, franchement, nous ne voulons pas du tout retourner constamment en arrière. Aminata Bari, la fille de Bari Yawandou, est ma soeur, ma petite soeur. Un jour, une radio privée a cherché à me mettre en débat avec Aminata Bari. À la dernière, elle m'a appelé et dit, Koto, tu sais ce qu'ils veulent faire? Ils veulent que toi et moi, nous nous asseyions au micro pour discuter de... Elle avait les lèvres. Je dis non, mais ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Pour moi, Aminata, c'est ma petite sœur. Que je peux rudoyer comme je veux. Elle n'a qu'à se fâcher, elle n'a qu'à faire ceci, elle n'a qu'à faire cela. Je lui ai demandé, Aminata, Ami Touré, toi et Ami Touré, vous devez parler? Elle a dit, ah oui, c'est vrai. Les deux personnes, les deux personnalités parlent. On va commencer à parler entre elles. Pardon, dépassons ça. Tournons-nous vers l'économie, le développement économique de la Guinée. Aujourd'hui encore, je répète, Cellou Dalein Diallo, c'est mon jeune frère à moi. Cellou Dalein Diallo est arrivé à la primature, pas à mon absence. J'en sais quelque chose. Donc, je me suis battu pour ça. Mais, vraiment, si aujourd'hui, il doit y avoir blocage à cause de mon jeune frère, je lui dis non. Fais autrement, fais autre chose. N'est-ce pas? Notre souhait, c'est d'avoir une Guinée réconciliée avec elle-même, une Guinée unie, une Guinée qui avance. Et je suis d'accord avec celui qui a dit, je tends la main. Je veux gouverner la Guinée avec tous les Guinéens. C'est Alpha Condé qui l'a dit. Et j'encourage celui qui dit aujourd'hui encore, c'est moi qui ai gagné les élections. Non. Tu n'as pas gagné les élections. Tu dis que Alpha Condé t'a en haine. Non, ce n'est pas vrai. S'il te plaît, prends la main qui est tendue. Et je répète constamment, au point de radoter, je dis, Alpha Condé a le devoir de faire en sorte que les Guinéens s'entendent. Nous, à l'époque, Première République, comment étions-nous? Est-ce qu'on parlait d'ethnie? Thierry, est-ce que tu osais parler d'ethnie? D'ailleurs, toi, là, je ne sais pas de quelle ethnie tu es encore. Hein? Je ne sais toujours pas. Mais ce sont les cadres, les intellectuels guinéens qui ont introduit ce virus de l'ethnocentrisme en Guinée. Je vais te citer un cas précis. Au lendemain du coup d'État du 3 avril 1984, tous les Guinéens, tout le monde est rentré. Bon, on s'est dit, les intellectuels guinéens ont eu la très bonne idée de former une association, un club de réflexion. Nous l'avons appelé le Cercle. Nous avons demandé à certaines personnalités, qui en avaient eu d'ailleurs l'idée et l'initiative, dont mon ami Lamine Camara Kapi, l'ancien ministre des Affaires étrangères, et Dr Kaba, l'ancien ministre de la Santé, ils se sont mis, ils ont produit des textes et ils nous ont convoqués en réunion. Nous nous sommes réunis dans la salle du 28 septembre au Palais du Peuple. N'est-ce pas? Aux premières heures de la Deuxième République. On leur a dit, bon, écoutez, sortez de la salle, faites-nous une proposition de bureau, même provisoire. Ils sont sortis, ils sont rentrés, ils nous ont donné la liste des membres de ce bureau. Moi, j'ai pris la parole.
J'ai dit, nous sommes contents. Ça prouve que vous nous connaissez tous. Les membres que vous avez choisis pour diriger notre association sont tout à fait valables. Je dis, mais j'aimerais voir figurer sur cette liste des membres du bureau l'homme qui est assis à côté de moi, à ma droite, Kolon Diallo. Kolon, je l'ai connu depuis ma tendre jeunesse, au collège, au lycée. Il était mon pion, c'est-à-dire il était mon surveillant. Donc, plus âgé que moi, certes, mais nous sommes devenus des amis. Et je n'ai jamais su que Kolon était peul ou quoi. C'est vrai. Kolon, sa femme Adjatou, elle est avec ses enfants. Ils ont... J'ai dit, bon, mais je propose que Kolon Diallo, pour les qualités que j'ai citées, fasse partie du bureau. Docteur Bakaba m'a répondu en me disant, oui, Ansoine, tu as raison. Nous connaissons tous Kolon, ici dans cette salle. Vraiment, c'est un homme extraordinaire. Bon, mais tu vas nous permettre de sortir et de nous consulter. Je dis, bon, donc, sortez. Allez vous consulter. Ils sont sortis. Ils sont revenus. Ils m'ont dit, Ansoine, c'est Dr Bakaba qui a pris la parole au nom du présidium. Il dit, Ansoine, tu as raison. Mais malheureusement, le quota des peuls est atteint. Je dis, quoi? Peul? Dans cette enceinte, j'entends peul? Moi, j'entends guinéen. C'est tout. J'ai pas besoin de peul ici. J'ai pas besoin de soussou, j'ai pas besoin de mannequin, j'ai pas besoin de guerzé. J'ai besoin juste de guinéen. J'ai dit, quoi? Je dis, Kolon, lève-toi et dis-leur que moi je ne sais pas que tu es peul. Et que tu es différent de moi. Kolon, il dit, ah, Ansoine, je suis surpris de savoir aujourd'hui que toi et moi nous sommes différents. Je dis, bon, Kolon, lève-toi, on va partir. On s'est levé, on est parti. Ce sont les intellectuels guinéens qui ont vicié la Guinée, la société guinéenne. Cessez de dire que c'est Alpha Condé. C'est pas vrai. Quand Alpha Condé arrivait en Guinée, les organisations là étaient déjà en place. Toutes ces organisations qui nous divisent aujourd'hui étaient déjà en place. Quand Alpha Condé entrait en Guinée, Dr Bakaba m'avait déjà dit que Kolon Diallo et moi nous sommes différents. Lamine Kamara Kapi m'avait déjà dit que Kolon Diallo et moi on est différents. Mais jusqu'à la fin des temps, Kolon et moi, nous savons que nous ne sommes pas différents. Son lit à coucher dans sa chambre à coucher, c'est mon lit à coucher, c'est ma chambre à coucher. Docteur Tchénokita, je te remercie. Tu veux que je te remercie? Je te remercie. Ah, mais alors, si tu veux pas, je te remercie. Écoute. Mais je te remercie par civilité. C'est toi qui m'as... Par courtoisie. Dans ce programme. Non, je te remercie. Je dans mon coin, là. Oui, je te remercie. Merci. Je te remercie à cause de la Foulamousso. Foula Guinée. Hein? Revenu de Guantanamo. Ouais. Guantanamo. Sarata, merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir laissé Tcherno venir. Et merci Mamadou Diallo, merci beaucoup d'avoir dirigé cette émission comme vous l'avez fait, de main de maître, avec dextérité. N'est-ce pas? Je sais que je vous joue des tours parfois, mais vous rebondissez toujours sur le bon pied. Et vous faites bien d'avoir mis sur YouTube l'émission Témoins de l'Histoire. Voilà. Alors, vous pouvez aller sur YouTube, vous retrouverez votre émission Témoins de l'Histoire. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, nous vous remercions de nous avoir suivis. Nous vous renouvelons nos vœux les meilleurs pour la meilleure année possible, dans le meilleur des siècles possibles. Merci beaucoup de nous suivre. Nous serons contents, nous sommes contents. Nous serons encore plus contents si vous acceptez d'être en notre compagnie jeudi à venir. Jeudi 7 janvier 2021. À jeudi.
s'il plaît à Dieu. Évasion. Évasion Guinée. Évasion Guinée. C'est ma télé. C'est ma télé. C'est ma radio. C'est ma radio. Évasion.